Bonjour Virginie. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Mais écoute, je vais très bien et toi? Ben, moi aussi, je vais toujours bien, comme d'habitude. Si je te contacte, c'est pour te poser quelques questions au sujet de toi et de ton projet qui est le blog vieproductive.com. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter aussi l'idée de ton blog? Oui, alors je m'appelle Virginie, j'ai 31 ans et je suis ingénieure de formation. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux techniques d'efficacité personnelle quand je suis entrée dans la vie active il y a 8 ans, parce que je voulais être plus efficace dans mon travail pour pouvoir faire bien mon travail, mais sans y passer toutes mes journées, et trouver des méthodes pour éviter en fait la routine métro-boulot-dodo pour les 40 prochaines années de ma vie. D'accord, Donc du coup, j'ai beaucoup lu. Je me suis formée à pas mal de méthodes et puis j'ai pas mal expérimenté aussi au quotidien. Et donc là, en janvier 2012, j'ai créé le blog vieproductive.com pour pouvoir partager mes expériences avec tous ceux qui recherchent comme moi à avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment. d'accord, je comprends. Donc, on a parlé un petit peu avant d'enregistrer l'interview. Tu, euh, tu voyages beaucoup pour ton travail. Donc, en fait, tu prends pas mal de temps pour te déplacer à ton travail. Et comment est-ce que tu pourrais, en fait, décrire un peu qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Alors en fait, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai aller-retour près de 4 heures de transport pour me Oui, rendre à mon c'est travail. énorme, hein. C'est C'est énorme. c'est énorme, je confirme. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je savais pas trop comment réagir, donc je faisais pas grand-chose pendant ce temps-là. Et non seulement du coup c'était du temps complètement perdu, c'était de la fatigue et c'était aussi de l'énervement. Et donc petit à petit, je me suis organisée pour exploiter, on va dire, un peu plus intelligemment ce temps libre. Donc j'ai commencé à télécharger des podcasts que j'ai écoutés dans les transports, à lire des livres, à préparer aussi des projets professionnels ou personnels sur lesquels je voulais réfléchir. Voilà, il me suffisait d'avoir finalement un petit carnet, un crayon et au moins j'arrivais à faire quelque chose de ce temps-là. Ok. Donc, une des méthodes que moi je connais bien et que je conseille d'ailleurs dans mes formations, c'est la méthode Pomodoro. Euh, Quel est ton avis sur cette méthode? Est-ce que tu as eu le temps de la tester aussi? Oui, alors la méthode Pomodoro, je l'ai testée. Ça fait partie des nombreuses méthodes que j'ai testées. Alors déjà, je sais pas, on va peut-être rappeler un peu les principes pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Ok, Euh, la méthode Pomodoro, en fait, c'est Pomodoro, ça veut dire tomate en italien, et donc ça fait référence au minuteur de cuisine qui était très en vogue dans les années 80. Et oui, donc le principe, c'est on travaille pendant 25 minutes sans interruption sur une seule tâche. Ensuite, on fait une courte pause pendant 3 à 5 minutes. Et on recommence à nouveau 25 minutes sur une nouvelle tâche et ainsi de suite. Et tous les 4 Pomodoro, donc au bout de 4 fois 25 minutes, on peut s'accorder une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Voilà. Ça, c'est pour le principe de base. Alors après, moi personnellement, c'est une méthode que j'ai testée, mais que je n'utilise plus aujourd'hui. mhm, Parce que déjà, je travaille dans un open space et globalement, obtenir 25 minutes sans interruption, ça relève presque de la science-fiction au quotidien. d'accord, Donc oui, je voilà, comprends. c'est assez dur à utiliser. Et puis j'ai aussi mes journées qui sont essentiellement remplies par des réunions. Et donc c'est pareil, pouvoir enchaîner 4 pomodoro à la suite, c'est-à-dire presque 2 heures de travail sans réunion, ça m'arrive pas souvent non plus. Donc bon, pour moi, je la trouve pas adaptée. Euh, Mhm. Par contre, pour d'autres, c'est peut-être une méthode idéale. Mais après, je pense qu'on peut aussi adapter la méthode. Parce que si on l'applique de façon stricte avec la règle des 25 minutes et tout ça, c'est peut-être un peu rigide et ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Par contre, je trouve qu'il y a des principes qui sont très intéressants derrière cette technique et qui, eux, peuvent être utiles pour tous. C'est-à-dire, Pour moi, je vois trois principes en fait. C'est déjà le premier, c'est de travailler sur une seule tâche à la fois, donc d'éviter le multitasking où finalement on va se disperser sur plusieurs tâches en même temps. mhm, Voilà. La deuxième, c'est de fixer une limite dans le temps. Ça, je trouve que c'est un principe qui est vraiment génial parce que non seulement ça booste pour agir, et puis ça va aussi éviter de faire durer inutilement une tâche. C'est la fameuse loi de Parkinson qui dit
que finalement le travail il s'étend pour occuper tout le temps qui est disponible pour lui. Donc en se fixant une limite, ça oblige à ne pas traîner en chemin. D'accord. Et puis, le troisième et dernier principe, qui est de faire des pauses régulièrement. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on essaye de gagner à tout prix en efficacité. On croit que ben, en travaillant en continu, c'est comme ça qu'on va optimiser chaque seconde et être plus efficace. Et, et non, c'est très important de faire des pauses pour se régénérer et refaire le plein d'énergie et pouvoir repartir bah, de plus belle. D'accord. Ouais, c'est vraiment trois principes avec lesquels je suis complètement d'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais maintenant dire par exemple des astuces pour les personnes qui travaillent dans le open space comme toi, pour se concentrer, pour avoir une bonne concentration dans un lieu de travail qui est vraiment difficile pour moi par exemple, qui ne travaille pas comme ça. Comment trouver la bonne concentration dans un open space? Ouais, c'est vrai que travailler en open space, c'est souvent très perturbant entre bah, les gens qui discutent, les pauses à la machine à café, les gens qui viennent poser des questions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de porte qu'on peut fermer. Euh, c'est pas toujours évident de réussir à se plonger dans son sujet et de pas en ressortir. Mhm. Donc déjà, ce que je pourrais conseiller, c'est d'essayer au maximum pour éviter les interruptions des autres, c'est quand c'est absolument nécessaire d'essayer de s'isoler physiquement. Souvent, les gens qui travaillent en open space, il y a souvent des petites salles de réunion à côté pour éviter de faire trop de autres. Donc, quand on a besoin de se concentrer, bah, aller vraiment s'enfermer dans une salle. Enfin, il ne faut pas hésiter. Euh, et puis, bah, quand on n'a pas cette possibilité, déjà, ne serait-ce que montrer des signes d'indisponibilité aux gens, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup. Je pense par exemple, enfin, moi je travaille souvent du coup avec des écouteurs dans les oreilles. C'est pas D'accord. grand-chose, hein, ça se voit quasiment pas. Mais quand quelqu'un veut venir vous poser une question ou vous interrompre, et ben, au moment où il va arriver, il va voir que, on n'est pas disponible immédiatement pour la discussion. Et finalement, comme tout le monde cherche un peu la solution de facilité, si ça devient plus compliqué de vous interrompre, bah, les gens vont avoir tendance à chercher d'abord une autre solution. Donc peut-être demander à quelqu'un d'autre qui paraît plus disponible ou bah, rechercher peut-être dans leurs documents à eux s'ils n'ont pas déjà la réponse. Voilà, enfin, D'accord. D'accord. Ouais, je pense que c'est quelque chose à tester. Si les personnes qui nous écoutent en ce moment travaillent dans un open space, testez-le tout de suite, ayez votre propre avis parce que c'est comme ça que vous allez avancer dans votre travail, je trouve, hein. C'est comme ça qu'il faut faire, à mon avis. ouais, je pense que l'idée, voilà, c'est de rendre l'interruption des gens bah, le plus difficile et de faire qu'elle soit aussi la plus courte possible. Donc, dans les trucs à éviter, c'est éviter d'avoir une chaise vide à côté de son bureau. Ah Parce oui, que pas mal. ça, voilà, ça, c'est un classique. Si vous avez une chaise vide, mettez des dossiers dessus ou enlevez la chaise, mais sinon, les gens, ils arrivent, ils s'assoient et là, finalement, ils sont installés pour une demi-heure. D'accord, d'accord, je comprends. Ok, donc je voudrais passer à une dernière question, c'est la gestion de temps. Donc en fait, en ce moment, il y a beaucoup de formations en ligne qui sont disponibles sur Internet. Et d'un côté, l'avantage c'est que c'est disponible 24 heures sur 24, mais de l'autre côté, je le sais bien, c'est que c'est très difficile de trouver en fait du temps pour suivre vraiment cette formation. Euh, et les personnes qui, d'un côté, ils se disent, voilà, je peux travailler quand je veux, de l'autre côté, c'est difficile de trouver du temps pour le faire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui suivent des formations en ligne? Alors, moi, ce que j'utilise déjà, ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai cherché dans mon emploi du temps ce que j'appelle un peu des créneaux malins. Donc, pour moi, c'est clairement les transports, hein, puisque ça me fait un potentiel de 4 heures par jour. Oui. Après, pour d'autres personnes, je ne sais pas, ça pourrait être par exemple ben, quand les enfants vont faire la sieste ou la demi-heure juste quand on rentre après le travail ou peut-être qu'on va spontanément aller s'asseoir dans le canapé, allumer la télé. Ça peut être utilisé du coup ce temps-là qui est gaspillé habituellement pour poursuivre la formation. Euh, Finalement, quand on regarde bien comment on utilise notre temps,
on a quand même pas mal de temps qu'on perd à faire pas grand-chose d'utile. Donc après, c'est sûr que pour suivre une formation, le temps, on en a tous que 24 heures dans une journée, donc on ne va pas pouvoir en trouver plus. Par contre, on peut le prendre ailleurs, sur des choses qui sont moins importantes, notamment. Mais ce qui est absolument indispensable, je trouve, c'est d'éviter le passage en force. Parce que si on s'impose quelque chose de trop conséquent, ça va marcher les 2, 3 premiers jours, mais Ouais. globalement, sur la durée, ça ne tiendra pas. Donc D'accord. voilà, moi je dirais éventuellement trouver des plus petits créneaux, mais qui sont plus faciles à tenir que de se dire pendant 2 mois, je vais faire 2 heures tous les jours. Euh, Enfin, moi personnellement, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Ok, ok, je comprends. Donc, d'un côté, tu dis qu'il faut vraiment tester et trouver sa propre méthode d'être productif et de s'adapter en fait à son emploi du temps. Oui, parce que après, on peut donner plein de conseils, mais chaque personne a ses contraintes. Et voilà, chaque personne saura elle-même quel est le créneau qui lui convient le mieux et qui lui demandera le moins d'efforts. Parce que si déjà trouver du temps, c'est un effort, ensuite suivre la formation et surtout l'appliquer, ça demandera aussi beaucoup de temps et ce sera un effort beaucoup plus grand, donc ça peut être vite voué à l'échec. D'accord, Voilà. d'accord. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Juste pour finir, je voudrais inviter tout le monde sur ton site vieproductive.com et s'inscrire tout simplement pour recevoir le cadeau de 12 solutions concrètes pour passer à l'action et vaincre la procrastination. Je pense que ce sera un petit guide très pratique et très sympa à suivre. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions à me poser, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, soit par le formulaire qui est sur mon site, soit directement, donc à virginie@vieproductive.com et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci, salut. Salut!